quelques pas de chez nous, en Alsace, l'écomusée d'Ungersheim fait revivre l'histoire de toute une région. C'est un petit village installé sur une friche industrielle de la région de Münster. C'est en 1971 que, face à la dégradation du patrimoine architectural alsacien, un groupe de jeunes étudiants en histoire et archéologie décide d'agir afin de conserver les témoins du passé. Devant l'impossibilité de garder certains bâtiments sur place, ils décident de les démonter et de les reconstruire à l'identique dans un autre lieu. Et c'est au milieu des landes et des roselières d'Ungersheim que le village va prendre racine. 72 authentiques maisons alsaciennes, sauvées de la destruction, y ont été reconstituées pièce par des bénévoles. En septembre 1980, la première maison est enfin reconstruite. Le 1er juin 1984, le musée ouvre ses portes au public. À ce moment, 20 maisons sont terminées. L'objectif est d'immerger le visiteur dans l'ambiance du début du XXe siècle. Pour faire vivre le site, 50 salariés et 200 bénévoles vont se relayer. Ils vont animer des ateliers d'artisans et des spectacles de tout genre. Les maisons, en général très anciennes, certaines datent du XVe siècle, ont été sélectionnées en fonction de leur rapport à un endroit, à une époque ou à une couche de la société. Pour permettre aux visiteurs d'imaginer ce qu'était la vie dans les villages alsaciens à la fin du XIXe siècle, on va reconstruire des boutiques d'artisans, des maisons bourgeoises, des grosses fermes ou de modestes fermettes, toutes ouvertes au public. Partons donc sans attendre à la découverte du patrimoine architectural et artisanal alsacien. Commençons notre visite par l'atelier du potier et profitons-en pour lui demander s'il vit ici, dans le village. Personne ne vit ici. Non. Non, nous travaillons, c'est déjà pas mal, non? Vous venez le matin, vous retournez le soir. On reste exceptionnellement sur place quand nous avons la cuisson, puisque la cuisson dure 28 heures, donc on ne va pas partir. Nous accueillons les scolaires. Les scolaires ont des bâtiments dans lesquels ils vont dormir. Ah oui. Ce sont des vieux bâtiments, en fait. Et qui sont ici sur le site. Cette semaine, nous avons une école proche de Colmar qui est là toute la semaine. Ils repartiront vendredi. Ça, c'est Avec merveilleux. des activités, nourrissage des animaux, un peu de poterie, de la forge, du bois peut-être. Ils ont tout un planning, de l'école. Ils font plein de choses tout au long de la semaine. Voilà. L'école est tout à côté. L'institutrice y fait la classe, telle qu'elle se déroulait au début du XXe siècle, avec une discipline à toute épreuve. La particularité de l'école alsacienne, c'est la suivante, avec les guerres. Les Alsaciens vont changer 5 fois de nationalité entre 1870 et 1945. Pour eux, c'était il y a très longtemps. On ne va pas tellement à l'école. En fonction des régions et on va dire des zones en Alsace, vous allez avoir des enfants qui vont plus à l'école que d'autres. À partir de 1871, si vous n'allez pas à l'école et si vous ne mettez pas vos enfants à l'école, vous risquez la prison. Voilà. Ce qui veut dire qu'en Alsace, on va à l'école 10 ans avant la France. Les lois fériées, on ne les connaît pas. Pour les filles, c'est 6-13 ans. À 13 ans, on quitte l'école. Oui. Mais quand on sortait de l'école à 13 ans, on savait déjà un peu coudre et broder et on apprenait à faire des vêtements. On apprenait à broder les draps, les thés d'oreiller, les petits mouchoirs pour constituer un trousseau qu'on apporterait à son mari. Quand on se marierait, un trousseau, c'est des stocks de linge pour la maison. Des draps, des robes, des jupes, des mouchoirs. Un enfant qui a 6 ans en Alsace en 1938, il va faire 2 ans de français, 4 ans et demi d'allemand, il retourne à l'école française. Et votre pièce, elle illustre cela dans sa disposition. Puisque vous avez ici... À présent, suivons les enfants et allons visiter la maison du journalier. Cette visite va nous permettre de nous rendre compte du niveau de vie qui était celui des petits paysans aux environs des années 1900.
La plupart vivaient en complète autarcie. Ils cultivaient un potager pour les légumes, ils récoltaient du bois pour la cuisine et pour le chauffage, ils élevaient une chèvre pour le lait, des poules pour les œufs, et s'ils possédaient rarement un cochon, c'était pour le saindoux, le lard et la viande. À côté de ces petits paysans, il existait également des fermiers qui possédaient de grosses exploitations agricoles. Ici, les bâtiments étaient spacieux, les terres très étendues et le bétail important. Mais pour cultiver et entretenir ces exploitations, les propriétaires engageaient de nombreux journaliers tels que des charrons, des selliers, des ouvriers agricoles, des palefreniers et des bouviers. Le bouvier du village travaille en permanence sur les terres de l'écomusée. En voyant le chariot et les outils anciens, je me demande s'il est possible que ce matériel soit toujours utilisé. La plupart des outils marchent avec un moteur auxiliaire. J'ai une griffe à fumier. Et bon, il faut la diriger à la main. Je prends la griffe, la planter dans le fumier, mais après elle monte tout seul, et puis avec le poids elle tourne tout seul. Et puis en la posant, elle s'ouvre de nouveau. Mais ça marche avec un moteur auxiliaire. J'ai un treuil parce que j'ai une scierie aussi dans la ferme. Ça marche aussi avec un moteur auxiliaire, un treuil dessus. Et puis la fosse à lisier, pareil. C'est juste un... Il y a la fosse sous le fumier et puis il y a juste une espèce de tube qui sort. Et moi je savais pas. Et en fait, il y a plein de mousse dessus. J'ai dégagé ça. Et puis ouais, il y a une roue. On accroche le moteur après. Et puis ça aspire et ça remplit la fosse. Et ça date de Mathusalem, mais ça marche. Hein. Je l'ai remis à l'état, il marche. Je pensais pas. Mais tout remarche. Une fois à l'intérieur de l'habitation, devant la rusticité de l'endroit, on imagine ce que devait être la vie autrefois. Sans aucun confort, sans eau courante, sans égout, sans électricité et, évidemment, par la force des choses, sans aucun appareil électroménager. Ce mode de vie était à peu de choses près le même dans toutes les maisons, dans celle des ouvriers comme dans celle des notables, et même dans cette maison forte d'aspect cossu. La scierie dont nous parlait le bouvier est installée au bord de la rivière, tout contre le moulin. Là aussi, nous pouvons voir une foule d'outils anciens qui sont toujours en parfait état de marche. À l'autre bout du village, la maison des goûts et des couleurs est à première vue une maison comme les autres. Pourtant, une fois à l'intérieur, on est vite attiré par la bonne odeur de cuisine qui y règne. La maîtresse de maison y prépare des plats traditionnels, inspirés de recettes anciennes, différentes selon chaque saison. Je vais demander à un adulte de tenir la poignée. Je mets un peu de pâte. Et c'est par là que ça se... Allez, vas-y Quentin. Je voudrais boire de l'eau. Bah, loin tu vas attendre. Continuons notre chemin et rendons-nous à la forge. Le forgeron accepte, sans se faire prier, de nous parler de son métier. Le métier du métal,
Donc voilà, c'est assez polyvalent comme métier. Vous vivez ici dans le village? Non, non. Je suis simplement salarié ici. Je viens tous les jours pour forger. Et vous réalisez des objets qui vont servir réellement? Ah oui, oui. Donc des outils pour les différents corps de métier, donc que ce soit pour le charron, les menuisiers, les bûcherons. Là, je viens de finir une hache. Là. Petite hache. Donc pas mal de restauration pour le musée. Que ce soit pour les garde-corps, les portails, les pièces de machines agricoles. Donc c'est très vaste, donc il y a toujours du travail. Comme le potier ou comme la cuisinière, le forgeron accueille également des enfants en séjour pédagogique. Vous êtes prêts? Ouais. Il va falloir travailler vite, mais pas fort. Ouais. Dans le rythme. C'est important. Et voilà, nous pourrions encore visiter l'atelier du sabotier, la boutique du cordonnier, celle du tisserand ou même l'atelier de la couturière, qui, seul depuis une dizaine d'années, confectionne toutes les tenues d'époque pour le personnel et pour les écoliers en visite. Mais le temps passe et il est déjà l'heure de quitter le village. Une journée ne suffit pas pour tout voir et tout expérimenter. Il en faudrait 5 fois, 10 fois plus. En me dirigeant vers la gare du village, je me fais la promesse de revenir prochainement. Pourquoi pas en fin d'année, quand les rues et les maisons du village auront revêtu leur parure d'hiver et que, dans la chaleur de leur foyer, les villageois s'activeront à préparer un véritable Noël. Un Noël comme autrefois. Mais ça, c'est une autre histoire. Peut-être un autre film.